Chers amis, bonjour à tous et bienvenue sur ce nouvel épisode de ma chaîne et de la section géopolitique. Donc, merci à ceux qui suivent ma chaîne de manière régulière, notamment sur les aspects Missing 411 ou bien, on va dire, Portlock Alaska et toutes les autres séries que j'ai pu faire. C'est vrai que là, j'ai pris un petit hiatus d'une semaine parce que j'avais beaucoup de préparation d'entretien à réaliser et j'avais des discussions par rapport à des opportunités et aussi par rapport à un possible doctorat avec une université. Donc, je préparais ça. Je reviens la semaine prochaine avec une vidéo Missing 411. Ce sera l'épisode 15. Mais d'ici là, je voulais faire, comme l'actualité, on va dire, politique et géopolitique est assez dense actuellement, je voulais en profiter pour faire deux vidéos, en fait, ce week-end sur ce qui se passe. Ok, donc j'en ai fait une vidéo un peu plus tôt aujourd'hui en anglais, donc samedi, sur la manière dont Jacques Beau a pu avoir une vue d'ensemble et essayer de lier ensemble les aspects de l'Ukraine et les aspects du Moyen-Orient, donc ce qui se passe en Israël, en Iran, mais également à Gaza. Et en fait, pour donner un peu de pluralité des voix que j'essaie de relayer sur ma chaîne, je voulais parler de Max Blumenthal. Alors, Max Blumenthal, je vais en parler maintenant en fait de son interview, mais il a fait une interview avec une chaîne qui s'appelle Dialogue Works. Donc c'est une chaîne qui permet de donner une voix géopolitique alternative, différente des voix sionistes ou des voix typiques qui encouragent à la guerre. Donc des voix un petit peu dissidentes. Et Max Blumenthal, c'est un journaliste américain d'origine juive. Donc journaliste américain d'origine juive, reconnu auteur, fondateur et rédacteur en chef du média indépendant The Grey Zone. Donc il a une chaîne sur YouTube qui s'appelle The Grey Zone. Et donc il est très critique d'Israël. Donc on ne peut pas le cataloguer en tant qu'antisémite. Il s'est illustré notamment par ses enquêtes fouillées sur la politique étrangère américaine. Donc il est très très critique de la politique étrangère américaine, comme moi je le suis d'ailleurs, et notamment sur le conflit israélo-palestinien, la désinformation dans les guerres occidentales et l'influence des lobbies, donc ce qui se passe autour de AI, tout ce qui se passe autour de l'investissement de la technologie, comment la technologie est utilisée pour favoriser les conflits. Donc d'ailleurs je ferai sûrement une vidéo là-dessus. Et notamment une analyse sur l'intelligence artificielle. Et donc Max Blumenthal, dans cette approche-là, il défend une lecture critique des récits dominants et dénonce l'ingérence américaine. Okay. Donc de son point de vue, c'est que l'Amérique devrait être centrée sur elle-même et non pas avoir une activité hégémonique comme elle l'a aujourd'hui. Donc il parle notamment de la censure ainsi que la manipulation médiatique, que l'on voit partout. Surtout aux États-Unis, c'est très 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 présent, tout en accordant une large place à la voix des populations victimes des grands jeux de pouvoir internationaux. Donc il a fait une longue interview avec Dialogue Works que nous allons voir maintenant. Donc, chers amis, donc pour l'introduction de l'interview. En fait, dans cet entretien accordé à la chaîne Dialogue Works, le 1er octobre 2025, Max Blumenthal revient sur la mort de Charlie Kirk. Donc moi j'ai déjà parlé de Charlie Kirk, je vais juste réitérer une minute là-dessus. C'est que pour moi Charlie Kirk c'est un ovni, on va dire médiatique, de quelqu'un qui était pas très intelligent, mais qui était largement supporté par les gens qui financent la cause israélienne et la cause sioniste aux États-Unis. Donc ce qu'on appelle les sionistes de manière générale, ce ne sont pas forcément des juifs, hein, ce sont des chrétiens protestants qui croient à la théorie de la rapture. La rapture, c'est le retour de Jésus et le début de l'Apocalypse. Et donc c'est un petit peu ce que l'on retrouve dans le Coran, avec notamment le moment où Jésus revient avec une autre entité à côté de lui pour vaincre le Dajjal. Donc le Dajjal qui est l'Antéchrist ou Satan, peu importe comment on veut l'interpréter. Et en fait, donc Charlie Kirk, voilà, qui était financé par les milieux sionistes,
pas quelqu'un de très intelligent, mais quelqu'un qui préparait bien ses dossiers et qui allait dans les universités pour humilier des gens avec très peu de matière grise ou très peu de connaissances générales. Donc, dans l'interview de Max Blumenthal, il revient sur la mort de Charlie Kirk, ses liens complexes avec la cause israélienne, l'évolution rapide de l'opinion publique américaine sur Israël, et notamment vous avez pu voir que TikTok a été racheté par Larry Ellison. Larry Ellison qui est le CEO de Oracle et qui a un lien relativement fort dans tout ce qui est la construction autour de AI, donc toujours de tout ce qui est de l'intelligence artificielle, en liaison avec OpenAI et avec Nvidia. Okay. Mais j'aurai l'occasion de peut-être faire une vidéo vraiment là-dessus, sur la partie géopolitique et technologie. Donc je ferai peut-être une section dans ma chaîne qui parlera de ça. Donc avec l'évolution de cette opinion publique américaine, où on voit clairement qu'il y a une tentative de mise en place d'un carcan autour du milieu média aux États-Unis et mondial, avec la prise en main de TikTok par Larry Ellison. Et il parle aussi ainsi que le réajustement des stratégies médiatiques et politiques menées par Tel Aviv et ses relais aux États-Unis. Donc quelque chose qui est en train fondamentalement de changer depuis la mort de Charlie Kirk. Et une accélération, notamment on a vu, comme je le disais, avec le rachat de TikTok. Il élargit ensuite son analyse à la situation au Moyen-Orient, l'agenda américano-israélien vis-à-vis de l'Iran, de la Palestine et de la Syrie. Tout mettant en lumière des luttes internes au sein de l'administration Trump. Tout est très complexe. Effectivement, ce qui est intéressant avec Max Blumenthal, c'est non seulement il a des contacts en Israël, il a des contacts dans l'administration Trump directement. Donc il a des informations extrêmement sourcées et qui se révèlent être vraies à chaque fois qu'il lance quelque chose. Donc il a notamment émis certains doutes sur la mort de Charlie Kirk, donc que Tyler Robinson ne serait pas forcément l'assassin de Charlie Kirk, et qu'il y a pas mal de zones d'ombre sur l'assassinat de Charlie Kirk. Donc c'est ce qu'on va regarder ensemble aujourd'hui dans cette analyse de Max Blumenthal. Moi je conseille pour ceux qui parlent anglais d'aller voir l'interview, elle est fascinante. Et la manière dont il amène les différents sujets, les lie les uns avec les autres est absolument fascinant. Donc si vous avez l'occasion et le niveau en anglais, allez-y, c'est super intéressant. Donc voilà. On va passer au prochain chapitre. Bon, pour ceux qui regardent mes vidéos, bon, je fais pas beaucoup de vues, hein, moi, comme d'habitude, hein, puis je monétise pas, donc c'est pas très grave. Donc, pour ceux qui regardent un petit peu mes vidéos géopolitiques, vous voyez que chaque fois je mets un bandeau avec le chapitre. Et puis, voilà, c'est ce qu'on va faire. Donc, Charlie Kirk et le malaise pro-israélien au sein du conservatisme américain. Alors, Max Blumenthal ouvre sur l'affaire Charlie Kirk, révélant les tensions grandissantes entre Charlie Kirk et les grands donateurs pro-israéliens. Donc la base qui est la base conservatrice américaine, plutôt protestante plutôt que catholique. Les catholiques ne sont pas dans la logique du rapture. La logique du rapture existe vraiment dans la vision ésotérique protestante, non pas catholique. Ok, même si c'est basé sur le livre de Révélation, l'Apocalypse de Jean, il n'empêche que du côté catholique, il n'y a pas cet emballement autour de la cause israélienne du sionisme. Ok, donc la base des grands donateurs pro-israéliens, encore une fois, ce ne sont pas forcément des personnes d'origine juive. Ils peuvent être juifs américains ou ils peuvent être simplement des Américains qui croient dans la théorie du rapture, ok, et donc il supporte la cause israélienne et sioniste. Et cette base conservatrice américaine de moins en moins encline à soutenir sans réserve Israël. Donc il y a un peu une fracture au sein de cette base qui supportait de manière inconsidérée ou de manière inconditionnelle Israël, commence à avoir une fracture. Okay. Max Blumenthal détaille la polémique autour d'une lettre présentée par Netanyahou après la mort de Charlie Kirk, où contrairement à la version officielle, Charlie Kirk exprimait une posture plus ambiguë, voire critique, vis-à-vis du rôle d'Israël et des pressions exercées par ses mécènes. Que les gens qui supportent Israël sont extrêmement agressifs pour les gens qui sont dans
dans les médias et qui offre une plateforme à la fois à la voix sioniste, mais qui aussi supporte largement Israël. Et il supportait une pression incroyable de ce que Candace Owens peut dire, de ce que Tucker Carlson peut dire, mais également ce que Max Blumenthal dénonce ici. Donc il dénonce la gigantesque campagne de gestion de crise orchestrée pour préserver la narration d'une allégeance totale relayée par des médias comme le New York Post ou des milliardaires comme Bill Ackman, mais démontre que les soutiens jeunes et certaines figures, on va dire conservatrices, se détournent de l'influence d'Israël. Donc Charlie Kirk avait commencé largement à critiquer Israël, notamment pour la gestion du 7 octobre. Lui, il émettait des doutes certains sur la gestion du 7 octobre, comme quoi ça aurait été une occasion de laisser faire les Palestiniens afin de justifier le massacre qui aurait lieu après par le gouvernement israélien contre les Palestiniens et le Hamas. Okay. Donc ici, en fait, Max Blumenthal dénonce la stratégie de mécénat idéologique menée par des donateurs israéliens et l'installation de relais permanents pour encadrer la parole des têtes d'affiche conservatrices américaines, allant jusqu'à détailler les nombreuses pressions et réunions du sommet imposées à Charlie Kirk. Donc, il y a eu une réunion qui aurait eu lieu dans un endroit secret où Charlie Kirk aurait rencontré certaines personnalités très actives du mouvement sioniste israélien, et notamment Bill Ackman et notamment une avocate anglaise qui s'appelle Natasha Ausdorf, qui serait une juriste british et israélienne, qui aurait notamment hurlé sur Charlie Kirk. Elle l'aurait même menacé de lui retirer ses dons et même quelque chose de pire s'il ne faisait pas ce qu'on lui demandait. Donc en fait, maintenant la mort de Charlie Kirk devient ainsi le symbole du repli, de la perte d'influence du lobby pro-israélien auprès des jeunes générations républicaines et marque un échec de la propagande israélienne des États-Unis. Donc c'est pourquoi il y a eu l'accélération de ce rachat de TikTok par Larry Ellison, qui fait partie de ces donateurs qui supportent largement la cause israélienne et sioniste. Restructuration de la propagande et contre-offensive israélienne. Alors, face à la dégringolade du soutien public et notamment de cette perte d'influence suite à la mort de Charlie Kirk, aussi la perte d'influence au niveau des jeunes conservateurs, Max Blumenthal explique qu'Israël a réagi en recrutant massivement des influenceurs, notamment via des contrats très rémunérateurs afin de restaurer son image, l'image d'Israël et de la cause sioniste auprès du public américain, surtout des jeunes. Alors, il faut voir que Netanyahou a reçu un certain nombre d'influenceurs, notamment de TikTok et de YouTube, et a promis des contrats extrêmement juteux. Donc, on parle de $7,000 par tweet qui serait posé sur Twitter ou X, et donc qui pourrait s'accumuler à plusieurs centaines de milliers de dollars par mois, quoi, juste en posant les tweets en faveur d'Israël. Donc Max Blumenthal détaille les moyens mis en œuvre, donc embauche d'experts en communication numérique. L'ancien directeur de campagne de Trump notamment a été nommé pour un montant on parle de $2 millions par semaine, il me semble, pendant 1 mois et demi, où le type va essayer de trouver des influenceurs, trouver des nouveaux canaux de communication, mais aussi des canaux de financement détournés, importation en masse d'influenceurs et de personnalités culturelles pour soutenir Israël dans les médias et sur les réseaux sociaux, souvent contre rémunération astronomique par publication. Comme je le disais, on parle de $7,000 par tweet. Max Blumenthal montre que ces efforts témoignent d'un profond malaise du gouvernement Netanyahou qui sent le terrain lui échapper, en particulier chez les jeunes Américains de moins de 35 ans, dont le soutien à Israël s'effondre complètement. Il décrit un système tentaculaire de manipulation de l'opinion publique et de contrôle de l'algorithme des grands outils numériques afin de limiter la critique d'Israël. D'où le rachat de TikTok. Donc en fait, le rachat de TikTok, c'est un moyen de parachever cette stratégie, parce que TikTok était
était un moyen à la fois un vecteur de communication contre l'approche sioniste et ce qui se passe donc à Gaza, mais c'était un outil chinois. Ok. Donc à partir du moment où, si vous avez des datas, que vous pouvez réutiliser des datas, mais vous ne pouvez pas influencer parce que finalement ce sont les Américains qui vivent aux États-Unis, et donc cette compagnie chinoise n'avait aucun effet d'influence sur la société américaine. Alors qu'une compagnie détenue par un oligarque comme Larry Ellison, patron d'Oracle, qui travaille autour de l'intelligence artificielle avec OpenAI et avec Nvidia, aura largement les moyens de réutiliser ces données-là pour faire du flicage en fait. Et donc c'est ça le véritable danger, parce que au moins en Chine, les datas ne pouvaient pas être utilisées, mais là, les datas étant récupérées par une compagnie américaine qui travaille dans le lobby, pour le lobby israélien, ça veut dire ça peut ouvrir des portes à des malversations incroyables. Alors maintenant, TP USA, la crise de représentation et le fantôme de Charlie Kirk. Alors, Turning Point USA, c'était l'organisation de Charlie Kirk. Donc c'était une organisation qui était vraiment une organisation liée aux républicains, qui avait été créée par Charlie Kirk et largement supportée financièrement par le lobby pro-israélien, donc à hauteur de 40 millions de dollars, je pense. Et juste avant sa mort, ils avaient proposé même de monter le côté financier de Turning Point USA à 100 ou 150 millions. Donc c'était une large organisation. Et Max Blumenthal analyse la crise traversée maintenant par Turning Point USA après la mort de Charlie Kirk. Il y a une absence de successeur crédible. Bon, sa femme veut se présenter donc à sa place, prendre le lead, mais il semblerait qu'il y ait des doutes autour d'elle, que peut-être que elle avait une grande motivation à ce que son mari disparaisse, selon des rumeurs qui circulent, notamment qui circulent dans son camp notamment. Il y a des divisions internes, comme je le disais à l'instant. Il y a une perte de repères face à une base conservatrice qui rejette de plus en plus la domination des grands mécènes pro-israéliens sur le discours conservateur. C'est ce que l'on voit avec Donald Trump, parce que Netanyahu clame à qui veut l'entendre qu'il a Donald Trump entre ses doigts et qu'il en fait ce qu'il veut. Et Max Blumenthal souligne que ni les événements spectaculaires ni les figures médias reprises pour remplacer Charlie Kirk ne parviennent à contenir les remises en question et les critiques venues des jeunes conservateurs. En fait, Charlie Kirk, il avait un rôle vraiment particulier. C'était une personnalité assez particulière. Moi, je vis pas aux États-Unis, donc je peux pas tant juger que ça avec la distance avec le Canada, mais elle avait un rôle vraiment de liaison entre tous ces éléments-là. Le haut parti conservateur, parce qu'il était proche de Trump, était proche de J.D. Vance, le vice-président, mais il avait une influence parmi les jeunes conservateurs. Donc il avait un rôle de liaison entre les différentes strates du parti conservateur qui n'existe plus. Et en voulant le remplacer, il y a des gens qui veulent essayer de s'imposer comme sa femme, ou bien il y a un jeune conservateur qui essaie de le remplacer, mais ils n'ont pas peut-être la dimension, le charisme ou l'histoire qu'ils avaient, notamment avec le reste du parti. Et Charlie Kirk faisait la liaison avec tout ça. Mais il faisait la liaison aussi avec des personnes comme Candace Owens, la liaison avec Tucker Carlson, qui font partie du mouvement conservateur et qui sont des acteurs médias très importants. Et Charlie Kirk faisait cette liaison-là que les autres, les gens qui essaient de le remplacer, n'ont peut-être pas la capacité à le faire. Max Blumenthal note que cette désaffection généralisée autour du mouvement pro-israélien s'illustre tellement que lors des événements publics ou des personnalités comme Megyn Kelly, qui est une ancienne journaliste qui est maintenant elle fait partie des médias alternatifs et est proche de Candace Owens et de Tucker Carlson, plus de Tucker Carlson que de Candace Owens, et elle était proche aussi de Charlie Kirk, se retrouve elle-même confrontée à des questions inédites sur la domination du lobby israélien et l'absence de débat démocratique dans la sphère républicaine. Donc c'est de plus en plus contesté en fait ce qui se passe autour de la mort de Charlie Kirk et le mouvement pro-israélien dans le camp conservateur, donc le camp républicain, le camp de la droite. Le camp de la gauche, c'est un autre débat.
Ils sont un petit peu plus distants par rapport à Israël. Même s'ils sont financés également par Israël, ils sont un peu plus distants. Donc maintenant, l'agenda israélo-américain au Moyen-Orient et le cas iranien. Alors, Max Blumenthal fait le point sur la situation explosive, mais absolument explosive au Moyen-Orient. Menace israélienne contre l'Iran et la Syrie. Stratégie d'assassinat ciblé. Instrumentalisation des concepts de lutte contre le terrorisme. Alors en fait, c'est parce que Israël agit comme un pays terroriste. Ils attaquent au Qatar, ils veulent assassiner les gens avec lesquels ils ont des négociations. Ils attaquent littéralement la Syrie pour avoir un contrôle sur la Syrie et s'assurer une partie du Golan qui revienne directement à Israël. Donc Max Blumenthal voit ça comme une activité vraiment terroriste pour un État. Il relate notamment sa rencontre avec le président iranien Massoud Pezeshkian à New York. Donc Massoud Pezeshkian, c'est le président, hein, c'est pas le leader théologique, hein. Donc c'est le président iranien, celui qui guide la politique iranienne. Donc il l'a rencontré à New York, résumant une vision lucide et désabusée. La conviction d'avoir essayé par tous les moyens la voie diplomatique sans résultat face à une hostilité croissante des États-Unis et de l'Europe, la préparation à tout scénario d'escalade militaire, y compris de potentiels assassinats politiques, et la dénonciation de l'hypocrisie occidentale vis-à-vis du terrorisme. Parce qu'on accuse l'Iran de terrorisme, mais c'est Israël qui essaie d'assassiner son président et le leader du mouvement théologique iranien. Donc, on reproche à l'Iran ce que Israël fait en réalité. Et c'est ce que Max Blumenthal met en avant dans son interview. Selon Max Blumenthal, il n'existe plus d'agenda américain autonome vis-à-vis de l'Iran. La politique de Washington est désormais dictée directement par Israël et motivée par les intérêts de Netanyahou, notamment le projet de chute du régime iranien sous prétexte d'enrichissement de l'uranium. Alors, c'est un point qui est beaucoup discuté aux États-Unis parce qu'on se dit, les Américains sont allés en Iran lors de du premier affrontement entre l'Iran et Israël. Ils ont bombardé les sites nucléaires iraniens. Ça a été détruit, non? Alors pourquoi il y a encore une tentative d'escalade en Iran? Ça ne fait aucun sens. Si la raison c'est l'enrichissement nucléaire, ça a été détruit lors du premier raid, pourquoi y retourner? Pourquoi chercher encore à nouveau l'affrontement? Donc, à partir de cela, il compare cette dynamique à d'autres interventions américaines motivées par des prétextes fallacieux, comme au Venezuela. Donc au Venezuela, c'est mettre la main sur le pétrole. C'est mettre un pouvoir en place, changer le pouvoir en place, changement de régime en Iran, et on met un gouvernement en place qui est solidaire et qui est à la botte des Américains et d'Israël. Le plan de paix pour Gaza et la manipulation internationale. Quant à la question de Gaza, Max Blumenthal démontre le plan de paix proposé par Israël et soutenu par le camp occidental, qu'il décrit comme une mascarade visant à pacifier, entre guillemets, la résistance, à déporter les habitants et à garantir la poursuite de la domination israélienne avec le soutien d'acteurs comme Tony Blair ou Larry Ellison. Alors il faut comprendre que Tony Blair, c'est quelqu'un qui est totalement acheté par Israël, qui a notamment voulu la guerre en Irak, qui était voulu par Israël, et Larry Ellison qui est directement un homme du lobby israélien. Max Blumenthal souligne également que l'histoire récente prouve qu'aucune de ces initiatives ne met fin aux violences et qu'elle vise plutôt à institutionnaliser la dépossession et la répression contre les Gazaouis. Max Blumenthal rappelle que tant à Gaza qu'au Liban ou en Syrie, Israël multiplie les attaques et les stratégies de division pour empêcher toute émergence d'un front uni et que la stratégie américaine oscille entre soutien militaire direct et tentative de normalisation au profit d'Israël. Donc en conclusion, Max Blumenthal nous donne, on va dire, pour la conclusion, il nous donne une vision des luttes internes dans l'administration de Trump et la vision géopolitique globale. Donc en conclusion, Max Blumenthal dresse finalement un portrait saisissant de l'administration Trump actuelle, divisée entre factions néo-conservatrices, pro-guerre,
et pro-israélienne, stratège anti-Chine. Donc c'est pour ça qu'il y a cette tentative d'affaiblir la Russie avec l'Ukraine. Partisan de l'interventionnisme militaro-industriel et influent du complexe pro-Israël, Max Blumenthal insiste sur la difficulté pour la Maison-Blanche de refuser des guerres qui rapportent tant aux donateurs et que la jeunesse conservatrice rejette massivement la rhétorique belliciste. Donc, à la fois, ça rapporte beaucoup aux donateurs, aux compagnies qui font partie du complexe militaro-industriel et du système qui enrichit des personnalités politiques, parce que je veux dire, offrir de l'argent à des hommes politiques, c'est permis aux États-Unis. La corruption est légale. Donc, on peut, en tant qu'homme politique, que ce soit en tant que sénateur, en tant que député, en tant que gouverneur, vous pouvez toucher de l'argent de compagnies qui vont supporter votre effort d'aller dans certaines directions, de faire certaines études dans certaines directions. Donc, la corruption, entre guillemets, on n'appelle pas ça la corruption, mais c'est de l'influence. Donc, les lobbies ont droit de vous donner de l'argent directement. Donc, un exemple simple, vous prenez une personne comme Nikki Haley, qui était gouverneur aux Nations Unies pour les États-Unis, qui signe un partenariat et rentre dans le conseil d'administration de Boeing. Quelques années après, elle achète une maison cash à $8 millions. Donc, ça prouve que on peut s'enrichir très très vite quand on travaille avec les bons lobbies. Okay. Et Max Blumenthal prédit ainsi une amplification des crises politiques au sein des deux grands partis, anticipant un éclatement progressif du consensus autour d'Israël et une transformation irréversible du paysage politique américain sous la pression d'une jeunesse de plus en plus hostile à l'ingérence étrangère, et surtout de voir l'argent qui fuit méthodiquement toute forme de rénovation ou d'investissement dans le tissu économique américain ou dans les infrastructures américaines, qui va directement en Israël, qui va directement dans l'armement pour l'Ukraine, qui permet au complexe militaro-industriel de s'engraisser, alors que s'appauvrit et les gens sont mis sous l'inflation et le coût exorbitant de tout ce dont les gens ont besoin pour vivre, en fait. Donc voilà. Voilà ce que je pouvais dire sur l'interview de Max Blumenthal. Vous retrouvez les liens, le lien de l'interview de Max Blumenthal. Vous retrouverez aussi, je vais vous mettre des liens avec ces influenceurs qui travaillent maintenant pour Israël. Et puis, je vais vous mettre aussi quelques liens qui sont liés au lobby pro-israélien aux États-Unis. Okay, pour que vous voyez un petit peu ce qui se passe et comment se passe la corruption en fait aux États-Unis autour des hommes politiques, pour que vous voyez ce qui se passe. Ok. Écoutez, en tout cas, ça m'a fait plaisir et on se retrouve la semaine prochaine pour un épisode de Missing 411.